Mesdames, Messieurs, toute l'équipe de Zouk TV, bonsoir. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de faire un voyage dans le temps, de vous faire voyager, mais surtout de vous faire écouter, bien écouter pour comprendre comment tout ce que nous voyons passer dans le ciel, comment la réalisation de l'aéroport a été faite. Nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Mme Nathalie Sébastien, directrice générale adjointe de la CEMAC. Tout à fait. Bonsoir Florent Grabin, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous écouter ce soir. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation et de nous faire voyager. Avec plaisir. L'aéroport de Martinique, 1949. Première construction, mise en service, 1950. Depuis, on ne dira pas qu'il est passé beaucoup d'eau sous les ponts, oui, mais il est passé beaucoup d'avions et toutes sortes de types d'avions. Aujourd'hui, vous avez la gestion du nouvel aéroport. Pouvez-vous nous dire ce qui va se passer là actuellement? Alors, effectivement, vous l'avez précisé tout à l'heure, donc je suis la directrice générale adjointe de la SAMAC. Donc, c'est la Société Aéroport Martinique et Aimé-Césaire qui a la charge depuis 2012, venant à la suite en fait de la Chambre de commerce, de gérer l'aéroport de Martinique. C'est vrai que si vous passez un petit peu aux abords de l'aéroport ou même depuis l'autoroute, on s'en rend compte. Effectivement, nous sommes dans une période de travaux parce que cet aéroport qui avait été inauguré en 1995 méritait d'être un petit peu toiletté, voilà, exactement, de façon à pouvoir faire face aux enjeux auxquels nous sommes confrontés en tant qu'acteurs du transport aérien. Donc voilà, donc effectivement, donc des travaux importants. Alors je dirais qu'il y a trois types de travaux que nous avons mis en place. Des travaux de conformité, parce qu'il y a une évolution, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, une évolution dans le traitement des bagages de soute, oui, donc avec une nouvelle norme de sûreté pour contrôler les bagages qui entrent dans les soutes des avions. Donc, premier objectif de ces travaux que nous réalisons. Le deuxième objectif, c'est un objectif en termes de qualité de service. Parce que, on voit bien qu'avec le temps faisant, c'est beaucoup moins confortable pour un passager de passer certaines étapes. Et notamment des étapes qui aujourd'hui sont un petit peu stressantes. On parlait de contrôle de police, le contrôle aussi de nos bagages avant d'entrer en salle d'embarquement. Voilà, donc des objectifs en termes de qualité de service, et puis aussi la volonté de s'inscrire dans une modernisation des équipements, des installations qui sont proposées aux passagers. Donc vraiment trois grands objectifs par rapport à ces travaux que vous apercevez et qui concernent l'aéroport. Alors, je vais prendre l'avion. J'ai toujours mon 20 minutes là devant chez vous de gratuit pour rentrer dans l'avion. Comment ça se passe? Par rapport au parking, oui. Donc effectivement, alors il y a une gratuité qui est proposée et en fait elle est différente selon le type de parking qui est utilisé. Il y a ce qu'on appelle le parking dépose minute où on fait juste un dernier bisou à ceux qui partent et puis ensuite on les laisse entrer dans l'aérogare. Il y a le parking P1 qui est plutôt un parking de courte durée et puis un parking P2 de plus longue durée. Et en fait en fonction des parkings, effectivement, il y a un temps de gratuité qui est proposé. Donc c'est pour ça que nous invitons, j'en profite pour passer quelques messages, nous invitons vraiment les personnes qui viennent pour pouvoir vraiment profiter du temps passé avec leurs parents et la famille qui part, d'utiliser les parkings. Longue durée, ça veut dire si je veux partir une semaine, je peux garer chez vous. Tout à fait. En toute sécurité. En toute sécurité. Il y a un gardiennage qui est assuré et puis également des tarifs particuliers qui sont proposés quand on veut rester pour laisser son véhicule pour une durée beaucoup plus longue. Oui. Et les 20 minutes gratuits pour le dépose-bagages? Dépose minutes. Dépose minutes. Oui. Alors, c'est pas sur le dépose minutes, on n'est pas à 20 minutes gratuites, on est plutôt autour de 5-10 minutes. J'ai plus la durée exacte en tête, mais voilà, on est plutôt effectivement. 5 minutes, oui. Mais ça laisse quand même le temps, effectivement, de pouvoir se stationner, de pouvoir laisser tranquillement descendre les personnes qu'on accompagne. Comme je disais tout à l'heure, faire un dernier bisou pour accompagner en guise d'au revoir pour les personnes qui partent. Est-ce que vous m'autorisez une critique? Oui, bien sûr. Pourquoi je vous pose cette question? C'est que
quand on arrive à l'aéroport, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, je suis face au temps. Oui. Donc je sors de l'avion, bien climatisé, je traverse le hall, et dehors, disons c'est le terme, on arrive à Athènes, on transpire énormément, et puis il pleut, tout est mouillé. C'était pas possible d'avoir une partie couverte pour permettre l'accès plus facile. Alors, bon, c'est vrai que c'était la conception de l'époque, dirons-nous. Maintenant, dans les projets, puisque j'ai parlé un petit peu de ce qui se passait à l'intérieur de l'aérogare, c'est vrai qu'on est en train de réfléchir également à une transformation du parking, et donc du cheminement du parking jusqu'à l'aéroport. Mais nous souhaitons en fait toujours communiquer sur les choses quand elles sont un peu plus précises. Donc comme ça vous donnera l'occasion de revenir et pour pouvoir aussi, exactement. De toute façon, les critiques sont constructives et ça veut dire que d'autres personnes avant vous avaient porté ce message, puisque on y réfléchit et on l'intègre. Sans problème. Alors là, au niveau des bagages, la technique moderne, on n'ouvre pratiquement plus les bagages. Comment ça va se passer? Pour contrôler? Le contrôle bagages. Contrôle de bagages qui vont dans la soute? Non, et en cabine. En cabine? Alors, aujourd'hui, en fait, on est sur un système avec des RX, en fait, des espèces de gros scanners qui, effectivement, contrôlent l'intérieur des bagages. Donc, on a quand même l'obligation, effectivement, de mettre dans les bacs qui sont mis à disposition un certain nombre d'effets. Oui. Donc, effectivement, c'est vrai que on n'a quasiment plus besoin, effectivement, sauf si on a des objets qui, puisqu'il y a une liste très établie et donc il y a un certain nombre d'objets qui doivent être sortis et donc qui doivent être contrôlés à part. Mais c'est vrai effectivement que les machines qu'on utilise permettent de contrôler à l'intérieur des bagages qui sont contrôlés. Donc ça devient beaucoup plus fluide. Ça devient beaucoup plus fluide et ça le sera encore plus avec le chantier d'extension qu'on est en train de mettre en place. Aujourd'hui, on a 5 postes de contrôle qui peuvent être activés. Avec l'extension, on en aura 3 de plus, donc des possibilités de contrôle beaucoup plus importantes et surtout, la zone d'attente sera beaucoup plus longue. Aujourd'hui, on voit bien pour faire les formalités de police et ensuite le contrôle de la sûreté, on est sur un espace qui est assez restreint avec des conditions d'attente qui ne sont pas très agréables. Et là, en fait, on aura en fait une zone d'attente de l'ordre de 15 mètres qui permettra véritablement, on sait que on a fait des études, très clairement, c'est la partie du voyage qui est certainement une des plus stressantes. Avec cet espace qui sera beaucoup plus important, avec beaucoup plus de possibilités de respirer, ça veut dire que cette partie du contrôle, passage obligé, sera vécue de façon beaucoup plus tranquille, entre guillemets, par les personnes qui auront à le faire. Vous allez pousser un peu les murs? On ne va pas pousser les murs, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va revoir en fait le sens de circulation des passagers. Oui. On va construire en fait. Aujourd'hui, on a une mezzanine qui quand on quitte en fait le rez-de-chaussée, on monte à l'étage. Donc, on a une mezzanine qui permet d'accéder au filtre police et ensuite au contrôle sûreté. On va construire en fait. On est en train de construire. Elle est déjà construite et quasiment sur le point d'être. Et bientôt, elle sera mise en service. On a une passerelle qui est parallèle et donc en fait, on aura un cheminement différent. Donc en fait, le sens de circulation des passagers se fera donc sur cette passerelle et donc les passagers pourront accéder au contrôle de police. Ils pourront également utiliser, s'ils le souhaitent, les paraphes qui seront mis en place et ensuite un contrôle de sûreté. Alors lorsque nous sortons de l'extérieur, nous arrivons. Oui. Est-ce que je prendrai plus de temps pour récupérer mes bagages que mon vol? Non. En fait, on a construit en fait des tapis bagages supplémentaires. Ah bien. Donc aujourd'hui, certains sont déjà en service. On en a 3 qui sont en service. Donc il y a encore 2 autres tapis qui sont à construire. Donc on aura 5 tapis au total. Et ça permettra effectivement un temps de récupération beaucoup plus rapide pour les bagages. Néanmoins, j'attire quand même l'attention. C'est vrai qu'on a l'impression, quand on arrive en Martinique, que c'est beaucoup plus long que lorsque l'on est à Orly. En réalité, si on contrôle montre en main, on se rend compte qu'on a ce sentiment de délai d'attente plus long parce que le temps de cheminement est plus court.
Si vous comparez le temps que vous mettez pour descendre de l'avion et aller en salle de livraison bagages, c'est beaucoup plus court que pour Orly. Néanmoins, on sait qu'on avait besoin de proposer un plus grand nombre de tapis, des tapis de taille plus importante, et c'est ce qui sera proposé. Oui, parce que des fois, quand il y a 2, 3, 4 porteurs, grands porteurs... C'est un peu engorgé. C'est engorgé. Oui. Et ça se bouscule à l'intérieur. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc l'idée avec plus de tapis, c'est aussi de pouvoir avoir une meilleure répartition des flux et éviter effectivement ce sentiment de congestion. Dernière question. Tu vois ce mélange Europe-Caraïbes ou ce sera distinct? Alors, sur quoi? Au départ, en salle de livraison bagages? Alors en fait, on a traditionnellement dans l'aéroport, on avait au départ, on avait une zone gros porteur qui était quand on entre, qui était plutôt sur la droite, et puis une zone petit porteur qui était plutôt sur la gauche. Donc en fait, on a renommé. Donc le nommage des zones est en cours. Donc en fait, on aura une zone A, B, C. Donc la zone A qui sera traditionnellement où on trouve en fait A et B, où on trouve les gros porteurs et en particulier la compagnie Air France pour ne pas la nommer. Et puis un hall C, on aura plutôt en fait les petits porteurs et les vols régionaux. Oui. Donc voilà, donc on sera effectivement dans une volonté en tous les cas sur tout ce qui est enregistrement, dans une volonté en fait de séparer les flux. Ensuite, les passagers montent et passent, font leurs formalités de police et de sûreté. Et on a construit, en fait, c'est une des spécificités de ce projet d'extension. Donc, on va agrandir la salle d'embarquement, puisque ça aussi, quand je parlais de qualité de service, c'était aussi un des points importants. Aujourd'hui, on est un peu à l'étroit quand on est en salle d'embarquement. Donc, on aura un espace qui sera beaucoup plus important. Et on a construit, en fait, une jetée régionale qui sera une salle d'embarquement déportée. Et les passagers pourront se rendre dans cet espace pour aller prendre leurs avions qui seront en fait, on aura un plan de stationnement des avions tout autour de cette jetée régionale. Donc avec effectivement une spécialisation des espaces, l'idée étant de garder des espaces distincts au moment de l'enregistrement, on fait les formalités au même endroit et ensuite dans la salle d'embarquement, on reste. L'idée c'est quand même de garder les passagers dans cette salle d'embarquement de façon à ce qu'ils puissent profiter de tout ce qui leur est proposé en termes de services, qui leur sera proposé en termes de restauration, en termes de boutique. Et ensuite, au dernier moment, ils vont dans cette jetée régionale où ils pourront attendre au plus près. Et c'est vrai que la grande différence par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, vous parliez de la pluie quand on sort, de l'aérogare, ben c'était un petit peu parfois la même punition entre guillemets quand on veut aller cheminer sur le tarmac pour aller prendre l'avion. Si effectivement une averse ou bien du soleil, on est effectivement gêné. Et là, on pourra arriver au plus près des avions, donc au travers de cette jetée régionale et d'un cheminement dédié, où les passagers seront tout à fait protégés et dans un environnement qui sera également avec un bon confort climatique. Donc voilà. Donc pour accéder à l'avion. Pour accéder à l'avion. Ben, tout ça, c'est bien beau. Que demande le peuple. Tout à fait. Oui. Dans l'extension que vous avez faite, quand on va vers le fret, oui. Vous avez fait une extension là. Alors, dans le rond-point, effectivement, oui. Le rond-point d'accès de l'aéroport, effectivement, quand on arrive, on voit cette espèce de grand bâtiment blanc qui a été construit. Et là, qu'est-ce qui sera dedans ? Alors, ce bâtiment, c'est un bâtiment qui est dédié au tri-bagages, donc des bagages pour les gros porteurs. Donc voilà. Et donc, parce que ce que je disais tout à l'heure, on a fait ces travaux d'extension dans un souci de mise en conformité. Ce sont des machines qui sont plus performantes, qui ont une capacité à contrôler qui est plus importante, mais ce sont également des machines qui sont plus volumineuses. Donc on a dû revoir le système de convoyage. Il y a toute une mécanique en fait qu'on ne voit pas quand on enregistre, mais une fois en fait que votre bagage part, en fait il suit un circuit pour arriver jusqu'à ce qu'on appelle des EDS, des équipements de sûreté qui permettent en fait de contrôler. Donc on a changé de génération. En changeant de génération, la machine a pris une taille beaucoup plus importante. Et c'est vrai que compte
compte tenu des contraintes liées au bâtiment actuel, on a dû construire un autre bâtiment pour pouvoir accueillir ce système de convoyage et ces machines qui vont contrôler l'ensemble des bagages pour les... Alors cette fois-ci, donc ce bâtiment va traiter les bagages gros porteurs. Et puis on a le système équivalent, cette fois-ci à l'Est, qui va contrôler les bagages plutôt pour les vols régionaux. Oui. Dans les bagages, surtout bagages cabine, formellement interdit de mettre des crabes. C'est déjà fait. Vous n'avez pas connu ça? Non, mais je sais effectivement que quand on repart, en général, il y a toujours des petites douceurs qui nous accompagnent. Donc, par contre, ça fait partie de notre folklore. Ça fait partie du folklore. Mais c'est vrai que pour le crabe, ma foi, passe encore. Mais c'est vrai que pour ceux qui aiment les mangues et qui voudraient ramener des mangues, c'est plus compliqué. Oui. Autre chose, restons toujours au niveau de la piste. Vous êtes prêt à recevoir la 380 ou c'est un projet qui est abandonné? Alors c'est vrai que dans les travaux que nous avions faits par rapport à la piste, ça faisait partie des options que nous avions prises. Maintenant, c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que beaucoup de compagnies aériennes sont en train de changer leur flotte et renoncent en fait à la 380. Par contre, en code avion équivalent, on a effectivement le 777 par exemple. Donc voilà. Mais donc on est effectivement en capacité d'accueillir ce type de gros porteurs. Et c'est ce que nous faisons. Et vous n'aurez pas à allonger la piste pour pouvoir les accueillir? Oui. En fait, il y a des travaux de mise en conformité qui ont été réalisés. Donc, c'est vrai que nous sommes sur une activité qui est très réglementée, donc avec un règlement européen qui s'applique à nous, aéroports français, et à l'ensemble des aéroports européens, où effectivement on est très vigilant à la fois en termes de longueur de piste, en termes de largeur de piste, en termes également de portance, c'est-à-dire s'assurer que les qualités de la piste permettent effectivement d'accueillir un aéronef qui aurait des contraintes qui seraient particulières. Donc voilà, donc on est vigilant sur tout ça et c'est vrai que c'est vraiment, j'allais dire, la fierté de la SAMAC parce que nous avons véritablement des équipes qui sont au fait de tous ces enjeux réglementaires et qui s'attachent. Là aussi, il y a des enjeux de sécurité qui sont importants et qui s'attachent effectivement à respecter la réglementation de façon à ce que nos compatriotes et les touristes qui viennent nous visiter puissent atterrir sur la piste ou décoller de la piste de Fort-de-France en toute sécurité. Tout ça, c'est bien beau, Ça a un coût. Qui a payé ça? C'est nous ou vous avez trouvé l'argent? Alors, quand on décide de faire un projet d'investissement comme celui-ci, c'est vrai effectivement qu'il faut réfléchir donc on réfléchit en termes de qualité de service, on réfléchit en termes de fonctionnalité, et puis après, il faut que ce soit soutenable. Il faut que l'addition au total, au final, puisse être effectivement supportée par la société. Tout à l'heure, je disais, la SAMAC, c'est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Et donc, en tant que société, elle doit s'assurer, quand elle fait un investissement, qu'elle sera bien en mesure de payer l'investissement qu'elle a réalisé. Donc, sur une opération comme celle-ci, nous avons réalisé des emprunts, on a bénéficié également de subventions. Et puis, on a, grâce aux résultats que nous avions pu engranger les années précédentes, nous avions en fait un autofinancement qui nous a permis de réaliser également cet investissement. Alors, après, est-ce que c'est vous qui allez payer? C'est vrai, effectivement, qu'il y a... Nous avons une taxe aéroport à payer. Il y a des taxes, effectivement, qui sont payées par les compagnies aériennes pour les installations qu'on leur met à disposition. Imaginons que vous, je sais pas moi, que vous êtes restaurateur. Vous ouvrez un restaurant, vous faites des investissements pour pouvoir accueillir votre clientèle dans de bonnes conditions. À un moment donné, vous allez effectivement vous assurer que les prix que vous proposez permettent à la fois d'acheter les produits de la meilleure qualité possible et puis également que vous puissiez continuer à maintenir votre lieu de restauration. Pour nous, c'est exactement pareil, mais c'est vrai que ça reste véritablement très raisonnable. Quand on regarde en fait sur le prix d'un billet d'avion, ce que coûte la taxe payée
Alors, il y a deux choses. Alors, il y a la taxe d'aéroport et puis après, il y a des taxes aéroportuaires qui sont effectivement encaissées par l'aéroport à proprement parler. La plus importante de ces taxes, par exemple, c'est ce qu'on appelle la taxe passager, qui est différente en fait en fonction des destinations. En gros, aujourd'hui, sans vous donner le prix au centime près, c'est 25 € pour sur le prix du billet. Ce que le passager paye au départ de Fort-de-France quand il souhaite se rendre, par exemple, à Paris ou en Europe, c'est 25 €. Donc, c'est pas ça qui pèse fortement, en tout cas, sur le prix du billet d'avion. Après, vous parliez de la taxe d'aéroport, qui s'appelle aujourd'hui taxe de sûreté et de sécurité. C'est une taxe qui est prélevée, donc qui est payée pour chaque passager et qui permet en fait de financer ce qu'on appelle les missions régaliennes. Les missions régaliennes, elles sont de deux types. Mission de sécurité, s'assurer en fait qu'un aéronef qui arrive sur un aéroport pourra le faire dans de bonnes conditions de sécurité, qu'il n'y aura pas de danger en fait pour l'avion notamment au moment d'atterrir, d'utiliser les installations. Et puis il y a ce qu'on appelle la sûreté. Donc, héritage du 11 septembre. Oui. Voilà, donc, en fait, il s'agit de mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs pour éviter tous les actes de malveillance qui pourraient remettre en cause, en fait, l'intégrité du vol. Donc, voilà, donc finalement, ces missions régaliennes, elles sont déléguées aux aéroports. Donc, effectivement, cette taxe est payée, mais j'allais dire que c'est pour la sécurité et pour le bien de tous. Et pour financer sans excès les moyens qui sont mis en œuvre par les aéroports et par l'aéroport de Martinique en particulier pour la sécurité des passagers. Il y a une taxe qu'on aurait voulu voir à un moment donné, la taxe ferroviaire. Est-ce que ça va nous toucher ? Alors pour l'instant, ce que vous appelez taxe ferroviaire, c'est la taxe que le gouvernement envisage de faire payer aux passagers pour financer le chemin de fer, le train. Alors en Outre-mer, donc c'est vrai que c'est une si on revient un peu à la philosophie de l'instauration de cette taxe, c'est pour effectivement accompagner la transition et amener en fait à d'autres types de mobilité. Donc pour l'instant, et on espère que ce sera durable, les aéroports d'outre-mer ne sont pas concernés puisqu'effectivement, dans la mesure où il n'y a pas de moyens alternatifs de déplacement, si ce n'est le bateau, mais c'est vrai qu'on est tout de suite sur des durées qui sont plus longues, il n'y a pas de moyens alternatifs en fait à l'avion. Donc pour l'instant, effectivement, nous ne serons pas concernés par cette taxe. J'espère que nos parlementaires vous entendent. Parce que personnellement, la dernière fois où j'ai vu un train en Martinique, c'était pour le transport de canne. C'était la seule chose que ça transportait en Martinique, c'était la canne. C'est vrai. De temps en temps, des débouillards rentraient dans le wagon pour se faire véhiculer. Mais aller prendre sur les Antilles de l'argent pour financer des voies ferrées au niveau national, je trouve qu'il y a un souci. Alors j'espère que nos parlementaires feront le nécessaire pour éviter ce genre de choses. Ils nous écoutent très souvent. Donc le message est arrivé à bon port. À bon port. Oui. Alors, vous n'avez pas connu, comme beaucoup de téléspectateurs qui nous écoutent, là, vous savez, avant, du côté de Quarrier, il y avait un pain de sucre qui gênait les décollages. Finalement, ça a été raboté pour pouvoir faire de la transformation des matériaux de construction. Vous avez des archives sur tout ça ? Alors, sur cette partie-là, donc on a gardé effectivement des archives sur l'histoire de l'aéroport, sur l'évolution de la zone. Zone piste et compagnie. Exactement. Donc, et alors, j'en profiterai peut-être pour développer tout à l'heure. C'est vrai dans le cadre de la fête de l'aviation, c'est une fête qui est nationale, 22 et 23 septembre. C'est l'occasion, en fait, pour l'ensemble des aéroports, des amoureux de l'aviation, de faire découvrir notre secteur. Et on a prévu notamment, effectivement, toute une partie à l'aérogare passager pour faire découvrir l'histoire de cet aéroport dont on est en train de parler déjà depuis quelques minutes. Et donc, ça permettra effectivement de voir dans le temps comment les choses ont évolué. Par contre, sur le pain de sucre, je vais me renseigner et faire appel aux mémoires plus anciennes
pour voir ce qu'il en est. Mais c'est vrai qu'on a vraiment de belles photos qui nous montrent un petit peu ce qu'était l'environnement, notamment l'usine du Larentie. Donc on a tenu à garder des vestiges. Donc nous avons des vestiges de cette usine du Larentie sur le parking de l'aéroport. Donc c'est ce que nous appelons les ruines, mais avec beaucoup d'affection et on a un projet en fait pour faire vivre en fait cet espace chargé d'histoire. C'est dommage pour l'usine du Larentie. Cela, quand on prenait l'avion, à l'atterrissage, à l'ouverture des portes, on se disait enfin, on est au pays. Mm-hmm. Avec les odeurs de l'usine du Larentie, le rhum et le sucre qui rentraient dans l'avion, là, aujourd'hui, ce sont des gaz d'échappement. Donc là, nous avons la culture du chalumeau en Martinique. Mm-hmm. Et puis mettre les photos. On avait ça. Mais on se bat pour aller voir celui de l'autre. Et ça aurait été intéressant de voir si quelques anciens peuvent vous parler de cette période. Mm-hmm. Où lorsqu'on arrivait à l'aéroport, c'était pas aussi évident qu'aujourd'hui. Hein. Oui, non, effectivement. Mais non, c'est... je sais notamment dans cette période, au moment de la fête de l'aviation, mais de façon plus générale, nous avons cette volonté de cultiver. C'est-à-dire, c'est important de savoir d'où on vient pour construire en fait une trajectoire et se projeter. Donc, je retiens pour que puisse faire l'objet effectivement d'un temps d'échange. Mm-hmm. Et au niveau du fret, qu'est-ce qui a changé ? Alors pour l'instant, pour la partie fret, pour l'instant, nous n'avons pas fait de travaux significatifs. Ça sera, en fait, nous fonctionnons en fait par programmation stratégique. Donc en fait, sur un plan à 5 ans, on se fixe un petit peu des orientations. Et c'est vrai que le fret va plutôt en fait connaître des évolutions sur la période jusqu'en 2027. Donc on va effectivement faire des travaux un peu significatifs. Aujourd'hui, et c'est vrai que c'était nécessaire, nous avons fait des travaux sur le parking du fret. Mais voilà, sur l'activité, sur l'aérogare même, pour l'instant non. Mais par contre, nous avons des projets dans les tiroirs qui vont, comme je vous le disais, se mettre en œuvre d'ici à 2027. Mm-hmm. Question pratique. Est-ce que je peux inviter ma Hélène à venir manger à l'aéroport sans prendre l'avion ? Sans prendre l'avion, bien sûr. Vous pouvez notamment l'emmener, vous avez plusieurs possibilités pour l'emmener. Donc, il y a notamment Mémène, qui est véritablement une institution. De l'autre côté, oui, c'est une institution. Voilà, mais ça reste... lui être devant chez vous. Hein. C'est vrai que c'était au moment quand il a fallu effectivement trouver un espace, c'est vrai que c'était l'espace qui avait été proposé, mais je sais que il y a les personnes qui vont déjeuner, et je le fais aussi régulièrement, apprécient en fait d'être un petit peu dans et puis surtout d'avoir cet esprit casse-créole dans lequel en fait effectivement nous sommes accueillis. Après, il y a également des activités de restauration qui sont proposées. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore totalement finalisé l'offre de restauration. Nous avions lancé une consultation en 2020, fin 2020, qui a été attribuée en 2021 pour choisir un opérateur qui pourrait faire évoluer l'offre de restauration. Donc aujourd'hui, on a le burger... excusez-moi. Erreur fatale. Non, mais c'est des réalités. Le snack Élysée. C'est vrai effectivement qu'il y a eu le Burger King, mais aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous avons le snack Élysée. Et donc, c'est vraiment la première image qu'on trouve quand on sort de l'aérogare et qu'on arrive sur le parking. On a également un bar qui est installé à côté, qui permet là aussi de boire et de déguster des spécialités locales avant de prendre l'avion. Nous sommes aujourd'hui, comme la particularité de notre chantier, c'est nous faisons ces travaux en site occupé. Donc ça veut dire qu'on travaille en fait, le chantier évolue dans le temps et donc les zones sont travaillées au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, nous avons fermé depuis déjà quelques mois le restaurant de façon à lui permettre de se refaire en fait une santé. Donc il y aura un nouveau point de restauration qui sera ouvert. Donc
les travaux sont en cours. Et puis, une fois qu'on aura que la passerelle que j'évoquais tout à l'heure pour pouvoir la nouvelle passerelle qui permettra d'aller faire les formalités de police et de sûreté sera en service. L'actuelle zone de police, de contrôle police et de sûreté va être cassée. Et donc là, on aura également un bar et un espace de restauration qui sera proposé. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous restaurer sur l'aéroport. Demain, ce sera encore mieux. Et j'emmène toute la famille demain. Exactement, exactement. Oui. Question pratique. Vous êtes société. L'aéroport vous appartient ou vous êtes en location? C'est ADP ou... Alors, nous sommes sur donc nous sommes une société et nous exploitons l'aéroport. Donc l'aéroport, c'est un aéroport d'État. Donc il y a un contrat de concession qui est passé. Non, c'est pas ADP, oui. C'est l'État. Donc ça appartient à l'État français. Donc il y a un contrat de concession qui est passé entre la société aéroportuaire et l'État français. Donc et nous devons nous conformer à un certain nombre d'obligations qui sont décrites dans un cahier des charges qui s'applique en fait à tous les concessionnaires d'aéroports. Et donc la SAMAC, donc c'est une société aéroportuaire qui est régie en fait par comment dire. On a commencé à créer des sociétés aéroportuaires pour avoir en fait un niveau d'efficience un petit peu révisé dans la gestion des plateformes aéroportuaires. Donc c'est vrai que sur beaucoup d'aéroports, notamment en province, alors, c'est vrai que le cas d'ADP est un petit peu particulier, en province et en outre-mer était géré par des chambres de commerce. Et donc voilà, l'idée c'est pour toutes ces plateformes aéroportuaires de mettre en place des sociétés donc qui ont la charge de gérer. Et la particularité de ces sociétés, c'est qu'elles sont à capitaux publics. Donc on va retrouver dans le capital de ces sociétés tous les acteurs qui ont un intérêt au bon fonctionnement de l'aéroport. Donc on va retrouver l'État, bien sûr, puisque j'ai dit que c'était que l'aéroport, le terrain appartient à l'État. On va retrouver également la Chambre de commerce, qui était l'ancien gestionnaire de la plateforme, la collectivité territoriale de Martinique, la ville du Lamentin, puisque l'aéroport est sur le territoire du Lamentin, et puis la ville de Ducos, qui est quand même effectivement impactée par l'activité de l'aéroport. Une question, vous n'avez pas le droit de regard dans les avions? Droit de regard, qu'est-ce que vous entendez par là? Je m'entends. Je suis un vol lentille. Oui. Je suis un vol lentille. Je devais avoir, au départ ou à l'arrivée, tout ce qui est nourriture antillaise, tout ce qui est boisson antillaise. Or, finalement, ce n'est pas le cas. Alors, c'est vrai, effectivement, que c'est la politique de la compagnie aérienne. Alors maintenant, je trouve quand même qu'il y a des efforts qui sont faits par les compagnies aériennes pour justement proposer une carte des menus qui sont le reflet en fait de la destination. Steak frites? Non, il n'y a pas que des steaks frites. On retrouve des légumes pays. Oui, et souvent je fais la blague. On dit qu'on va décoller. Et à l'atterrissage, j'ai toujours pas décollé. Il faudra qu'on change de programme. Tout à fait. Mais ça, effectivement, à discuter avec les compagnies aériennes, mais on discute régulièrement avec elles, donc ça pourra être un sujet de discussion. Par exemple, je ne sais pas, j'ai besoin de sucre. Sur une ligne lentille, je préfère avoir du sucre Galion que du sucre venant de je ne sais pas trop. Il faut les oies. Normalement, ça, je sais pas, quand je prends un avion pour aller vers l'Afrique, je sais que je suis dans un avion qui va vers l'Afrique. Quand je prends un avion qui va vers Cuba, dès Fort-de-France, je suis à Cuba. Donc c'est peut-être quelque chose, si vous avez la possibilité de leur souffler cette formule, ça aurait été intéressant. Non, mais c'est comme je vous dis, nous avons des instances d'échange et de concertation, donc on aura l'occasion effectivement de leur en parler. Voilà, puisque c'est vrai que ça a du sens. Hein. Nous-mêmes, nous sommes très attachés à la valorisation des produits locaux. Donc, non, mais c'est noté. En fait, quand vous êtes à l'aéroport, c'est la porte d'entrée et de sortie de notre île. Alors, si je dois rentrer dans une île, c'est pour les frites, c'est un problème. C'est vrai, c'est vrai. Donc, un macadam à l'atterrissage, ça doit être donné.
Combien de ceux qui nous écoutent qui ne connaissent pas le macadam? Ou alors, à défaut de l'avoir eu dans l'avion, on va au snack Élysée. Non, c'est une bonne idée. Autre chose, quand on regarde la circulation de l'aéroport, pendant longtemps, on a même eu, vers le RAM, deux grosses victimes par rapport à la station. Oui. Il a fallu un effort pour qu'on obtienne raison pour mettre une chicane pour éviter ces morts-là. Mais là, aujourd'hui, vous avez de plus en plus de véhicules de location qui occupent la place. Oui. Il ne nous reste pas grand-chose, nous. Alors, vous abordez un sujet qui est effectivement très sensible. C'est vrai que compte tenu de l'activité touristique qui est développée sur l'île, il y a une activité de location de voitures qui est particulièrement importante. En tant que gestionnaire d'aéroport, la SAMAC a fait le choix d'agréer un certain nombre de loueurs, donc qui peuvent effectivement proposer des véhicules de location. Maintenant, ce que nous constatons, c'est qu'il y a une multiplication de loueurs qui sont présents sur la plateforme et qui interviennent effectivement sans avoir d'autorisation préalable. Et ça crée des situations qui sont à la fois compliquées en termes d'exploitation de la plateforme, mais aussi accidentogènes, parce que il y a des situations de stationnement qui sont peut-être pas toujours faites dans les règles. Donc c'est un vrai sujet auquel nous nous attaquons. Donc on sait que c'est également une réalité sur l'ensemble des aéroports. Maintenant, c'est vrai que pour pouvoir mener à bien ce projet, nous ne pourrons pas y arriver seuls parce que nous n'avons pas de pouvoir de police. Donc nous aurons effectivement besoin, pour rappeler la règle, de l'appui. Nous avons donc besoin de l'appui de la police. Donc on travaille en collaboration sur ces sujets, mais c'est vrai que nous avons besoin effectivement peut-être d'accélérer les choses parce que à certaines périodes, vous parliez du fret tout à l'heure, il y a des zones comme ça qui sont particulièrement envahies avec des véhicules de loueurs. Donc ça c'est un problème parce que ça empêche les acteurs du fret de pouvoir travailler correctement, de pouvoir accueillir leur clientèle. Donc on a trouvé une solution en mettant en place ce parking, mais il faut s'attaquer il y a un problème de fond qui est à régler. Donc alors il s'agit de trouver en fait une façon intelligente de gérer ce sujet de façon à éviter toutes les situations de tension et surtout les situations d'accident. Pour l'instant, vous n'avez pas encore à vous plaindre des sportifs. Alors c'est vrai effectivement que c'est vrai que c'est une zone qui est agréable. On parlait tout à l'heure de la casse créole de chez Mémène, la zone d'aviation générale. On est vraiment effectivement sur des zones qui sont agréables, donc qui attirent. On est en pleine mangrove. En pleine mangrove, donc on a vraiment une beauté des paysages, et donc c'est vrai que ça attire les sportifs, à la fois des personnes qui courent, des personnes qui font du vélo. Néanmoins, là aussi, la situation est accidentogène et c'est pour ça qu'il y a des panneaux d'information qui indiquent que l'utilisation de cette zone pour les activités sportives est totalement interdite. Donc, on est en zone militaire, là. Alors, effectivement, dans une partie de la zone, on est en zone militaire. Donc, et puis surtout, ce sont des voies sur lesquelles il y a des véhicules qui circulent. Quand nous avons des travaux, il peut y avoir également des engins de BTP qui circulent sur cette voie. Donc, ça peut être effectivement accidentogène. Donc, nous avons eu à faire des campagnes de sensibilisation, rappeler la règle auprès des sportifs. Donc, voilà. Donc c'est vrai que c'est également un sujet de préoccupation. C'est important de faire du sport, mais il faut choisir le bon endroit pour le faire. Je profite de l'antenne là pour demander à la CTM de faire une convention de transaction avec l'armée pour justement sécuriser la zone et nous permettre de faire le sport normalement. Parce qu'on est en pleine mangrove, on respire bien, il n'y a aucune voiture à 200 à l'heure. De temps en temps, on a un fou, mais enfin c'est accidentel. Et puis les vélos qui montent et descendent, là, il y a même des enfants. Hein. Tout à fait, mais c'est vrai que la zone, le cadre est agréable, mais la zone n'est pas faite pour ça.
Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment, alors il y a des infrastructures qui existent non loin. Il y a le vélodrome qui a été mis en place à Ducos. On a également des installations sur la ville du Lamentin. Il y a des circuits qui pourraient effectivement, on pourrait marcher. J'ai eu l'occasion de le faire dans les champs de canne à proximité. Mais c'est vrai que vraiment là, vous êtes sur le champ de canne. Oui, mais là aussi, on est sur une zone, on est sur une voie privative et avec une forte circulation. Donc c'est vrai qu'il y a des enjeux en termes d'accidents qui sont quand même non négligeables. Alors je sais que quand on dit ça, c'est toujours un petit peu, ça heurte un peu, mais c'est vrai qu'il y a nous sommes vraiment préoccupés sur effectivement la forte fréquentation de cet espace. Parce que nous considérons qu'il y a quand même un risque pour les personnes qui viennent y pratiquer une activité sportive. Je pose la question, mais souvent j'ai soulevé le problème. On n'a pas été entendu. En matière de sport en Martinique, on n'a jamais été entendu. Les tirages et compagnie, on a eu la possibilité de faire des choses pour régler ça. Ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant. J'espère qu'un de ces 4 matins, ils vont écouter, ils vont comprendre qu'il est urgent de faire ces choses-là. En fait, le risque, il se trouve entre le rond-point de l'aéroport et le fret. C'est là où il y a vraiment de la circulation. Mais entre le fret chez Mémène jusqu'à la base militaire au fond, c'est pratiquement pas fréquenté. Ah ben si, parce qu'en fait, on a un certain nombre de services de l'État qui ont leur bureau en fait. Donc il y a quand même le matin, le soir, en cours de journée, des personnes qui se déplacent avec leur véhicule parce qu'elles se rendent sur leur lieu de travail. Il y a également donc c'est vraiment une zone donc on a cette réflexion en commun avec le pôle aéronautique étatique où sont installés donc ce que vous appeliez la base militaire, parce qu'effectivement pour nous il y a des enjeux en termes de sécurité des personnes. On va y réfléchir, il faut qu'on réfléchisse ensemble. Tout à fait. Oui, autre chose. On a entendu, je ne sais pas, en matière technique d'aviation, nous avons de plus en plus d'avions qui vont voler avec du biométhanol. Souvent, en tant qu'écolo, je m'interroge. Ça ne vous a pas choqué un peu? Est-ce que vous pouvez préciser pourquoi êtes-vous choqué par l'usage? Prendre de la nourriture pour faire du carburant pour les voitures et les avions, c'est quelque chose qui me choque. D'accord, dans ce sens-là. Je pensais que c'était l'idée d'arriver à une décarbonation du transport aérien qui vous choquait. Non, c'est plus effectivement le choix du carburant. Oui. Alors effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, les pistes de réflexion vont vers des carburants qui sont entre guillemets effectivement un peu plus propres et avec utilisation par exemple projet tout azimut. C'est vrai qu'on parle de carburant effectivement durable. On parle d'expérimentation avec utilisation d'hydrogène. On parle d'avions électriques. Il y a déjà des expérimentations. Parce qu'effectivement, l'enjeu aussi, c'est de pouvoir, notamment pour un territoire insulaire comme le nôtre, de pouvoir continuer à se déplacer, mais de façon en étant respectueux de l'environnement. Parce que si on ne sait pas faire cette transition, le risque pour nous, c'est de nous retrouver un petit peu isolés. On est déjà, de par d'autres comportements, complètement isolés. Et c'est un autre débat. Oui. En termes de volume, si vous me permettez l'expression, on va passer de combien de visiteurs à combien? Alors aujourd'hui, en termes de trafic passager, alors on était en 2019, donc avant la crise Covid, nous avions en fait passé le cap des 2 millions de passagers, 2 millions 050, et c'était une première dans l'histoire de l'aéroport. C'était la première fois qu'effectivement nous dépassions ce cap, ce chiffre symbolique des 2 millions de passagers. Avec la crise Covid, c'est vrai que ça a marqué un temps d'arrêt,
Donc on a été très durement impacté en 2020 avec un trafic qui est descendu, qui a diminué de 50%. On est tombé à 1 million de passagers. 2021, voilà, on était à peu près dans les mêmes chiffres. Et c'est vrai que depuis 2022, on a vraiment senti effectivement une reprise. Et donc l'année dernière, on a accueilli environ 1,8 million de passagers. Donc ça veut dire à peu près 85% de ce qu'on faisait avant. Et là, ce que nous espérons pour cette année, par rapport effectivement à la façon dont les choses se déroulent, on pense qu'on devrait accueillir peut-être 1,9 million de passagers, quasiment 2 millions. Donc voilà. Donc ça c'est pour 2023 ou pour 2023. Et on devrait revenir en fait à l'équilibre, c'est-à-dire aux chiffres d'avant crise pour l'année prochaine. Ça c'est ce que dans nos prévisions les plus, on va dire les plus raisonnables. C'est ce que nous voyons en fait en termes d'évolution, parce que c'est vrai que il y a véritablement à la fois une appétence, une attractivité pour la Martinique, pour notre territoire, et puis aussi le besoin de se déplacer, même si on utilise visioconférence, etc. Ça ne remplace pas les échanges directs. Non, ça ne remplace pas un vol. Bon, malheureusement, quand on voit les prix des billets actuels, ça donne à réfléchir. Oui, parce que nos enfants, monsieur, madame, je parle de nos enfants, 2 petits-fils, on les a pratiquement à 10 000 euros. Et s'ils n'étaient pas logés, nourris ici, ils ont un voyage pour 20 000 euros. Donc tant qu'à faire, ils vont en Italie, ils vont à côté. C'est vrai effectivement que le prix des billets d'avion a été un sujet pour la période des grandes vacances. Il y a des promotions qui ont été faites un petit peu sur la fin, mais peut-être ça n'a peut-être pas permis à tous de saisir les opportunités. Voilà. Mais c'est vrai effectivement que il y a un enjeu autour du prix des billets d'avion. Donc il y a des explications qui sont données par les compagnies aériennes, notamment par rapport à l'évolution du coût des carburants. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, et donc dans nos échanges avec les compagnies aériennes, effectivement, on aborde ces sujets. Je reste convaincu, un de ces 4 matins, ils vont redescendre. Oui. Non, ils sont obligés de redescendre. De toute façon, après, il y a certainement un niveau d'acceptabilité. Donc, De toute façon, ils éloignent le client de plus en plus. Ils sont obligés de dire, bon, venez. Oui, c'est pas simple. En tout cas, vous avez un poste. Vous avez un effectif de combien? Donc aujourd'hui, nous sommes 145 à la SAMAC, la Société Aéroport Martinique et Mécésaire. Donc la société qui gère la plateforme aéroportuaire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres acteurs. Un aéroport, c'est un écosystème. Donc on est plutôt entre, on va dire, environ 1500 employés, tout acteur confondu, sur que ce soit les activités de sûreté, les effectifs des compagnies aériennes, etc. Donc voilà. Et ça fait une sacrée équipe. Tout à fait, mais c'est vrai que ce qui est formidable dans une activité comme celle-ci, c'est que c'est un métier de passionné. Et c'est vrai que ce soit le personnel de la SAMAC, les compagnies aériennes, les assistants en escale, ou les commerçants ou les autres acteurs, tout le monde, en fait, tous les efforts sont orientés pour la satisfaction des passagers, pour répondre en fait aux besoins des passagers, pour répondre aux besoins des personnes qui fréquentent la plateforme aéroportuaire. Et c'est vrai que c'est un bel ensemble avec une belle... voilà, l'idée, c'est de trouver des espaces pour pouvoir trouver ensemble des solutions pour accueillir de la meilleure des façons possibles les personnes qui viennent nous visiter. Se faire manager par une femme, à l'époque, c'était pas évident. Ouais. Aujourd'hui, je vois que c'est un peu plus facile. Disons, vous êtes devenue la maman de la maison. Alors, la maman, pour l'instant, pas encore, si vous faites allusion effectivement aux évolutions sur la gouvernance de la société. Effectivement, dans quelques semaines, j'aurai le grand honneur de devenir la présidente du directoire de la SAMAC, au départ de Franz Stodiar, qui a mené de façon magistrale cette belle maison, cet aéroport, pendant un grand nombre d'années. C'est plus facile pour un homme d'avoir la main de fer. Mais enfin, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est une bonne réussite et surtout
continuer à faire monter l'aéroport de Martinique. Ben, je vous remercie, mais je pense que ce n'est pas une question de genre, d'avoir effectivement cette capacité à manager. Malheureusement, pardon de bien interrompre, c'est qu'on a tendance à dire que c'est pas faire rouler dames en Martinique. Je dis stop. Les femmes peuvent aussi conduire le tracteur, l'avion, tout. On a eu des pilotes d'avion. Tout à fait. Donc on peut aussi piloter un aéroport. Exactement, exactement. Et c'est vrai que bon, c'est un métier où il y a un faible taux de féminisation. Aujourd'hui, il y a 25% de femmes à l'aéroport, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont attirées par ce type de métier. Vous parliez de piloter, on a de plus en plus de femmes pilotes avec de bels exemples, de beaux exemples de carrière. Et il y a de plus en plus de jeunes filles qui sont intéressées par ça. Et notamment, donc, on reçoit des stagiaires, des stagiaires, que ce soit des personnes, des jeunes qui sont en troisième, en seconde, ou bien qui sont déjà en formation post-bac. Et c'est vrai que les filles sont intéressées par ces secteurs d'activité et il faut qu'elles viennent parce qu'il n'y a pas de genre pour... Nous leur disons bienvenue au club. Si vous avez une conclusion à faire, ça aurait été laquelle ? Alors, la conclusion que j'aurais, c'est... je vais rester effectivement sur ce message pour la jeunesse. L'aéroport est en train de se transformer, le secteur de l'aérien est en train de se transformer. Il y a des enjeux en termes de développement durable, nous avons des enjeux en termes de décarbonation, j'en parlais tout à l'heure. Également en termes d'accessibilité de notre territoire et vraiment je veux lancer un message à la jeunesse, intéressez-vous à ces métiers, nous avons besoin de votre expertise, nous avons besoin de votre capacité d'innovation, donc n'hésitez pas à venir frapper à la porte de l'aéroport et de la SAMAC en particulier, on vous fera une place. De toute façon, comme je vous dis, la porte est toujours ouverte. Sauf que je disais hors antenne, il faudrait nous trouver la solution de mettre un sas. Oui. Pour éviter que la climatisation n'aille climatiser nos véhicules dans le parking. Et puis une grosse couverture pour permettre le passage du TCSP à l'aérogare. Ça aussi, ça a été une erreur dans la conception du TCSP. Nous l'avons toujours dit. Là, aujourd'hui, je pense que vous avez l'opportunité de le faire. Et venant d'une dame, ce sera mieux entendu. Très bien. Donc ça veut dire qu'on se revoit pour un nouvel épisode d'Écouter pour comprendre. Tout le plaisir reste pour nous de vous accueillir. Et si vous avez des choses d'autres à dire, n'hésitez pas, la porte vous est grande ouverte. Et nous avons un public qui écoute, qui comprend. Nous leur demandons une seule chose. Lorsque vous arrivez à l'aéroport, on est là pour 2 minutes. 2 minutes, 5 minutes. C'est ça. On n'est pas là pour les 1000 ans. C'est pas là qu'on va refaire la vie. Donc, vous dégagez la piste pour permettre aux autres qui sont derrière d'arriver et de bénéficier et de ne pas être en retard pour l'enregistrement. En tout cas, merci encore et à très bientôt. Merci à vous. À très bientôt. Tout le plaisir a été pour nous.